Certains commentateurs disent « Non, 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 les prix de l'or ne font qu'augmenter ». Cela a été vrai au cours de la dernière décennie environ. Mais si vous aviez acheté de l'or à un précédent pic autour de 1980 et que vous l'aviez conservé, aujourd'hui, même après cette grande bulle spéculative que nous avons eue, vous êtes revenu au prix de 1980, ajusté à l'inflation. Parce que bien sûr, nous avons eu de l'inflation pendant cette période, mais vous avez juste atteint le sud en inflation. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai avec moi pour la deuxième fois le professeur Randall Wray, qui est professeur d'économie au Bard College et chercheur principal à l'Institut d'économie Levy. Le professeur Wray est une grande autorité en matière de théorie monétaire moderne et des rouages complexes du système financier, ce dont nous voulons parler à nouveau aujourd'hui. Alors, professeur Wray, bienvenue. Yves Brown. J'ai récemment assisté à une conférence intéressante, une conférence sur l'investissement dans les ressources. Et là, j'ai encore entendu, comme tant de fois auparavant, des gens parler du fait que seuls l'or et les minéraux sont de vrais actifs, de la vraie monnaie, parce que l'argent imprimé que la Banque centrale émet n'est que le gouvernement essayant de nous contrôler tous. Et j'entends souvent ce discours. Pourrions-nous peut-être parler un peu de l'or? Vous avez fait un argument intéressant sur pourquoi acheter de l'or pourrait ne pas être la meilleure stratégie après tout. Pourriez-vous peut-être développer un peu cela? Oui, bien sûr. Ce que j'avais affirmé la dernière fois que j'étais là, c'est que le prix de l'or monte et descend. Et certains commentateurs ont dit « Non, 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 les prix de l'or ne font qu'augmenter ». C'est vrai depuis environ une décennie. Mais si vous aviez acheté de l'or à un sommet précédent, autour de 1980, et que vous l'aviez conservé aujourd'hui, même après cette grande bulle spéculative que nous avons eue, vous êtes revenu au prix de 1980, ajusté pour l'inflation. Parce que bien sûr, nous avons eu de l'inflation pendant cette période, mais vous avez juste atteint le seuil de rentabilité en termes d'inflation. Et c'est un peu drôle, parce que les gens pensent que l'or est une très bonne protection contre l'inflation. Vous vous protégez si vous détenez de l'or. Mais si vous aviez détenu de l'or, vous n'auriez fait que maintenir une valeur constante par rapport au dollar, ajustée à l'inflation. D'accord, que se passerait-il si à la place, vous aviez fait ce que la plupart des conseillers en investissement vous diraient de faire, c'est-à-dire acheter un indice d'actions, disons le Dow. Si vous aviez acheté le Dow à peu près au même moment, ajusté à l'inflation, il vaudrait bien plus de 10 fois ce qu'il valait en 1980. Vous seriez plus de 10 fois mieux loti si vous aviez acheté des actions. Maintenant, les actions, bien sûr, montent et descendent aussi, mais historiquement, sur de plus longues périodes, les actions battent l'inflation de manière significative. Sur une période assez longue, depuis 1980, je ne sais pas quel âge vous avez, mais probablement beaucoup de personnes qui écoutaient cela n'étaient même pas nées. L'or n'a réussi qu'à retrouver sa valeur ajustée à l'inflation. Une autre chose que les gens disent est que, eh bien, si vous êtes sur un étalon or, cela maintiendra la valeur de votre monnaie constante. Et puis peut-être qu'en regardant sur Internet, ils ont vu que le niveau des prix aux États-Unis en 1800 était à peu près le même qu'en 1900. Et ils disent, voyez, nous étions sur un étalon or. Elle a maintenu la valeur du dollar constante. Mais en réalité, si vous regardez entre-temps, le prix montait, il descendait, il montait, il descendait. Je veux dire le niveau des prix pris dans son ensemble.
Parce que typiquement, il montait quand nous avions une guerre, et puis le niveau des prix baissait quand nous avions une dépression. Et nous avons eu 6 dépressions pendant cette période. Et donc ces dépressions ont effacé le niveau des prix. Et c'est pourquoi à la fin, si vous prenez ces 2 points de départ, vous trouvez simplement que le niveau des prix est le même. Si vous preniez des points de départ différents, vous n'auriez pas trouvé cela. D'accord. Donc de toute façon, maintenant, je serai d'accord avec une partie de l'affirmation avec laquelle vous avez commencé. L'or est un actif réel. Le mot-clé ici est réel. Ce n'est pas un actif monétaire, c'est un actif réel. Et l'or a quelques utilisations sympathiques, vous savez, votre doigt, votre nez, vos dents, mais il a aussi des utilisations industrielles. Et il est brillant, et les gens l'aiment. Et donc c'est un actif réel. Il a une valeur réelle. Et je doute que le prix tombe un jour à 0. Il sera probablement toujours positif. Et en plus de cela, nous avons les spéculateurs qui spéculent qu'il va augmenter, que d'autres personnes vont l'acheter parce qu'elles pensent qu'il va augmenter, y compris les passionnés d'or qui disent que c'est une bonne couverture contre l'inflation. Nous venons d'avoir un peu d'inflation. Le prix de l'or augmente parce que certaines personnes achètent de l'or pensant que c'est une bonne couverture. Et donc, vous savez, nous pouvons sauter dans ce train en marche et nous pouvons aider à le faire monter. Et si les gouvernements commencent à en acheter, comme ils le faisaient sous les étalons or, cela aidera à le faire monter. Vous savez, la réalité est que si les gouvernements du monde entier libèrent leurs réserves d'or, la valeur de l'or s'effondrerait parce qu'ils détiennent beaucoup d'or. Donc c'est un actif réel, mais ce n'est pas un actif monétaire. C'est le point clé. Pouvez-vous expliquer la différence? Alors, un actif monétaire, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas de forme réelle. Ce n'est pas un actif réel, c'est un actif monétaire. Donc il y a plusieurs caractéristiques. La première est que nous avons une unité de compte, et les actifs monétaires sont libellés dans cette unité de compte. Ainsi, aux États-Unis, notre unité de compte est le dollar. En Grande-Bretagne, l'unité de compte est la livre, et ainsi de suite. D'accord, chaque pays a une unité de compte. Et c'est intéressant parce que lorsqu'un nouveau pays est formé, il choisit presque toujours sa propre unité de compte. Et nous constatons généralement que chaque nation a sa propre unité de compte individuelle. Maintenant, dans la zone euro aujourd'hui, ils ont tous abandonné leurs propres unités de compte et ont convenu d'adopter l'euro. Nous pouvons revenir à cela plus tard si vous le souhaitez. Très inhabituel. Cela n'arrive presque jamais. D'accord. Donc il y a un lien entre l'État et sa monnaie de compte. Et puis la deuxième chose est que les dettes monétaires sont libellées dans cette monnaie de compte. Donc aux États-Unis, vous savez, toutes mes dettes sont libellées en dollars américains. Je pourrais m'endetter en euros si je le voulais. Il y a des opportunités pour moi de le faire. Je ne le fais pas. La plupart des gens ne le font pas. Donc nos dettes sont généralement libellées dans la monnaie nationale de compte. D'accord? Ce sont 2 caractéristiques très importantes. Maintenant, beaucoup d'économistes traditionnels et de gens ordinaires diront « Oh, l'argent est aussi un moyen d'échange. Je peux l'utiliser pour acheter des choses. Donc nous faisons des échanges en utilisant de l'argent. Et je peux aussi détenir des fonds. » La richesse financière sous forme monétaire. Je peux conserver de l'argent comme réserve de valeur. D'accord. Donc cela a aussi généralement cette caractéristique. Maintenant, quand nous en venons aux faits concrets, qu'est-ce que nous sommes prêts à appeler un actif qui possède au moins certaines de ces caractéristiques à un degré plus ou moins grand? D'accord. Donc je pense que tout le monde dirait que l'argent liquide remplit toutes ces fonctions. Moyen d'échange, réserve de valeur,
Pas une grande réserve de valeur, car vous ne gagnez pas d'intérêt dessus, mais vous pouvez le conserver. Et clairement, en tant que moyen d'échange, il remplit toutes ses fonctions. Qu'en est-il d'un dépôt à vue? Vous savez, votre compte courant à la banque. Eh bien oui, il remplit à peu près toutes ses fonctions. Qu'en est-il d'un compte d'épargne? Eh bien, il y a un petit problème. Autrefois, aux États-Unis, vous ne pouviez pas émettre de chèques à partir de votre compte d'épargne. Maintenant, généralement, vous pouvez le faire, jusqu'à un certain nombre par mois. Mais c'est un peu moins pratique comme moyen d'échange. Vous l'utilisez probablement beaucoup moins que cela. Vous pouvez opter pour des certificats de dépôt, mais il y a une pénalité si vous essayez de retirer votre argent du CD avant les 90 jours. Ce que je veux dire, c'est que les choses ont des liquidités différentes. C'est-à-dire, à quelle vitesse pouvez-vous récupérer la valeur de cet actif financier et l'utiliser comme moyen d'échange. Et puis-je juste intervenir ici? Il est vraiment important de réaliser que nous devons différencier ces différentes manières de détenir une forme de valeur, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous parlez de liquidité, vous voulez littéralement dire uniquement des billets et des pièces, n'est-ce pas? La monnaie en circulation. Quand vous dites liquidité, vous ne parlez pas de ce qui est sur votre compte, n'est-ce pas? Et ceux-ci ont des fonctions différentes. Ils fonctionnent différemment dans l'économie. Et même, je pense, les billets et les pièces sont en fait soumis à des réglementations différentes aux États-Unis, n'est-ce pas, concernant qui les frappe. Et tout cela est important en ce qui concerne la manière dont le système interagit. Vous savez, nous pouvons entrer dans les détails de toutes ces choses. Et aussi, les personnes qui travaillent sur les marchés financiers élargissent souvent cette définition de l'argent liquide aux actifs liquides, n'est-ce pas? Y compris les bons du Trésor. Je ne parle pas des billets de banque. Je veux dire des bons à 30 jours. Ils diront, « Oh, eh bien, c'est de l'argent. C'est aussi bon que de l'argent, n'est-ce pas? Je dois attendre 30 jours, mais nous pouvons le faire. » Donc, de toute façon, les termes sont utilisés de manière assez lâche. Mais ce que je veux dire, ce sont les deux caractéristiques clés pour notre discussion. C'est toujours libellé dans un compte monétaire. Et c'est toujours une dette. Toujours une dette. Maintenant, cela ne sera pas évident pour tous les auditeurs, mais le petit argent n'est pas vraiment fait d'argent. La pièce d'argent est aux États-Unis la dette du Trésor. Donc, notre Trésor émet des pièces, et ces pièces sont la dette du Trésor. Notre Banque centrale émet les billets de banque. Notre Trésor le faisait auparavant, mais ils ont arrêté. Et je pense en avoir vu quelques-uns, mais ils sont très rares. Tout notre papier-monnaie est maintenant émis par la Fed, donc c'est une dette de la Fed. D'accord. Et donc, pour que je considère quelque chose comme étant de l'argent, cela doit avoir ces deux caractéristiques. Cela doit être la dette de quelqu'un et cela doit être libellé dans une unité de compte. Alors, qu'en est-il de vos dépôts bancaires? Eh bien, c'est la dette de la banque. C'est le passif de la banque. Votre prêt hypothécaire est votre dette libellée dans l'unité de compte. Et c'est l'actif de la banque. Donc, chaque dette financière est l'actif financier de quelqu'un. Si je tiens une pièce, c'est mon actif. C'est la dette du Trésor. Si je tiens un dépôt bancaire, c'est mon actif. C'est la dette de la banque. Alors, vous savez, nous pouvons regarder l'or. À qui appartient cette dette? À personne. Et vous le dénommez en dollars. Eh bien oui, je pourrais dire que l'or vaut 32 $ l'once, ce qu'il a été pendant très longtemps, mais il est dénommé dans une monnaie de compte. Pourtant, ce n'est la dette de personne. C'est là que beaucoup de gens soutiennent que l'or a une valeur intrinsèque. Et c'est ce qui le rend, eh bien, non seulement un actif réel,
mais c'est ce qui le rend bien meilleur que les dettes et les obligations gouvernementales. Depuis l'abandon de l'étalon or, depuis que ce lien étroit entre un dollar et une once d'or a été rompu, le gouvernement joue essentiellement avec l'argent comme mécanisme de contrôle. Mais cela méconnaît fondamentalement le fait que l'argent lui-même, pour être considéré comme tel, est toujours essentiellement juste un moyen de nommer une unité dans laquelle vous comptez, ce qui est intrinsèquement fictif. In which you count, which is inherently fictional. Well, yeah, it has to be. It's a measuring Eh bien oui, ça doit l'être. C'est une unité de mesure. C'est la même chose. Je sais que les Européens n'utilisent pas les pouces, mais cette distance est un pouce, d'accord? C'est une unité de mesure. Pouvez-vous tenir un pouce? Non. Vous l'utilisez pour mesurer. Pouvez-vous tenir un dollar? Non. Nous l'utilisons comme unité de mesure. Maintenant, je sais qu'aux États-Unis, nous appelons toujours nos billets de banque des dollars de manière familière. D'accord. Mais si vous prenez la Grande-Bretagne, la livre n'a jamais été frappée ou imprimée sur papier jusqu'à relativement récemment. C'était seulement une unité de mesure. Les shillings étaient des pièces. Donc aux États-Unis, nous rendons cela confus parce que nous utilisons ce terme dollar pour indiquer deux choses différentes. L'une est un enregistrement imprimé d'une dette, c'est le billet de banque, et l'autre est notre monnaie de compte, c'est l'unité de mesure. Exactement. Car dans ce sens, l'enregistrement imprimé de la dette n'est pas différent d'un ticket qu'une entreprise pourrait vous donner en disant « Oh, je vous donne par la présente la valeur d'un de ces tickets pour échanger quelque chose. » Vous gagnez le droit d'échanger parce que c'est la dette de quelqu'un. Un coupon de pizza gratuite de votre pizzeria locale est leur dette. Et lorsque vous le soumettez, l'échanger contre une pizza, ils ne sont plus endettés. Et bien sûr, ils le déchirent et le jettent. Les miles aériens. Il y a beaucoup de cet argent privé qui circule ou est utilisé par les entreprises. Mais le point est qu'ils n'ont pas le droit de l'appeler de l'argent, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le droit de le considérer comme de l'argent ou de le présenter comme tel. Ils peuvent dire qu'il a la même valeur, mais ils doivent dire que c'est autre chose. Alors, ils lui donnent des noms différents. Eh bien, je ne suis pas sûr de cela. Ils ne pourraient pas essayer de reproduire un billet de banque américain. Cela s'appellerait de la contrefaçon. Donc je ne connais pas la loi à ce sujet, s'ils pourraient l'appeler de l'argent, mais c'est leur dette, et ils l'échangent contre des miles. Et maintenant, vous soutenez également que les bitcoins ne sont pas de l'argent. Et en général, pas seulement les bitcoins, mais toutes les formes de, comment les appelle-t-on? Crypto-monnaie. C'est appelé monnaie, mais ce n'est pas vraiment de l'argent. Pouvez-vous expliquer cela? D'accord. Nous pouvons donc utiliser le Bitcoin comme exemple parce que c'est le plus connu. Le Bitcoin est vraiment une monnaie spéculative, un actif non monétaire. C'est spéculatif. La principale raison pour laquelle les gens le détiennent est qu'ils pensent que sa valeur va augmenter. Ce n'est pas monétaire, parce que ce n'est la dette de personne. Et il y a très peu d'utilisations alternatives, à part le détenir. Au début, le Bitcoin était vendu comme une alternative que vous pouviez utiliser pour faire du shopping et que, contrairement au dollar, il ne perdrait pas de valeur en cas d'inflation. Donc, encore une fois, c'était une couverture contre l'inflation. C'était l'idée au début. La réalité est qu'il n'est pas utilisé très fréquemment dans les transactions. Et la raison est que, regardez, en ce moment, le Bitcoin augmente grâce à notre nouveau président. Donc, la valeur du Bitcoin par rapport au Hall et à toutes autres devises augmente.
Okay, who's gonna go to the grocery store now? D'accord. Qui va aller à l'épicerie maintenant et dépenser ses bitcoins? Only an insane person. Seule une personne folle parce que vous croyez que sa valeur va augmenter. Hold on to it. Vous allez le garder. Et si sa valeur baisse, Value. aucune personne censée ne va l'accepter comme paiement parce que sa valeur diminue. Le problème est donc qu'il est très volatile et quand il monte, personne ne veut le dépenser. Quand il descend, personne ne veut l'accepter. Maintenant, j'exagère légèrement parce qu'il pourrait être en train de descendre. Et vous dites, je crois qu'il va se retourner. D'accord? Donc vous, en tant que position spéculative, commencez à acheter quelque chose qui descend parce que vous pensez qu'il a atteint le fond. Vous n'en êtes pas sûr. Vous prenez une position spéculative. Vous pourriez avoir raison, être très chanceux et gagner beaucoup d'argent. Mais le point est encore une fois que vous allez le garder. Vous ne le prenez pas parce que vous voulez le dépenser. Vous le prenez parce que vous voulez le conserver, parce que vous pensez qu'il va se retourner et augmenter. Donc c'est un actif spéculatif. C'est ce que c'est. Et comme pour tous les actifs, cela dépend du nombre de personnes qui le veulent et du nombre de personnes qui veulent s'en débarrasser. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'appelle une pièce que cela en fait nécessairement de l'argent. Il y a cette méfiance envers les réserves de valeur contrôlées par le gouvernement ou l'argent contrôlé par le gouvernement qui, à volonté, vous savez, peut être augmenté. C'est ce que fait la Fed, n'est-ce pas? C'est ce que fait toute banque centrale dans le monde. Elle contrôle l'offre monétaire. Ou pouvez-vous me corriger à ce sujet? D'accord. Oui, non. Les banques centrales. Milton Friedman, à partir de la fin des années 50, a réussi à convaincre une grande partie de la profession économique. Et ensuite, toutes les personnes qui lisaient ses livres, il était un auteur à succès, que les banques centrales peuvent et contrôlent l'offre monétaire, et que c'est l'offre monétaire qui détermine le taux d'inflation. Donc, si l'offre monétaire augmente, vous allez avoir de l'inflation. D'accord. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, et c'est toujours la faute de la banque centrale. Vous pouvez appeler cela le consensus standard parmi presque tous ceux qui ont suivi un cours d'économie, ou même ceux qui ne l'ont pas fait. C'est comme l'amen à l'Église. C'est un dogme. Il a pratiquement, je dirais, gagné au début des années 70. D'accord. Mais sa victoire a été de courte durée, parce qu'en 1969, aux États-Unis, nous avons eu une forte inflation. Nous avons en fait connu ce qu'on appelait la stagflation, une forte inflation et un chômage élevé en même temps. Le président Carter était en fonction et ne savait pas quoi faire. Et donc il a fait venir Volcker. Volcker a dit « Je vais adopter la politique de Friedman, qui est de contrôler le taux de croissance de la masse monétaire. Elle avait augmenté assez rapidement. Nous allons la réduire, comme le dit Friedman, à 4% et cela va éliminer l'inflation. » Donc la Fed avait ses objectifs. Elle n'a jamais pu les atteindre. Le taux de croissance de la masse monétaire est monté à 16% par an et l'inflation a diminué. Donc cela a évolué dans la direction opposée. Et à la fin des années 80, la Fed a abandonné les objectifs monétaires. Il devait encore les signaler parce que le Congrès l'exigeait. Dans les années 90, ils ont abandonné. Et je peux vous dire qu'aucun banquier central, dans aucune des grandes économies développées, ne croit plus du tout à cela. Aucun d'entre eux ne cible l'offre monétaire. Aucun d'entre eux ne croit pouvoir influencer l'offre monétaire. Aucun d'entre eux ne croit que l'offre monétaire est étroitement liée à l'inflation. Ils ont tous abandonné. Mais Randy, je veux juste te défier pour que tu l'expliques ici. Parce que la Fed imprime de l'argent, n'est-ce pas? Donc, elle peut augmenter l'offre monétaire à volonté, n'est-ce pas? Elle appuie sur un bouton et en crée beaucoup. Peux-tu expliquer pourquoi ce n'est pas le cas?
Pourquoi ne contrôle-t-il pas l'offre monétaire? That's not the case. Why do they not control the money supply? Yeah, the Fed does not do that. So, first, La Fed the Fed ne fait pas cela. certainly does not Donc, just premièrement, print la Fed ne se contente certainement pas d'imprimer des billets et de les injecter dans l'économie. En réalité, cela fonctionne ainsi. Vous allez à votre distributeur automatique et retirez de votre compte de dépôt et la machine vous délivre les billets de banque. La banque passe un contrat avec une entreprise, l'appelle et dit « Nous en avons besoin de plus » et ils viennent remplir la machine. Ce que fait la Fed, c'est débiter les réserves de votre banque dollar pour chaque dollar retiré au distributeur. Donc, cela n'augmente pas du tout la masse monétaire. Cela change la forme des réserves bancaires en billets de papier. Maintenant, revenons à la crise financière mondiale, lorsque les banques centrales ont adopté ce que Ben Bernanke, qui est devenu le chef de la Fed, a appelé l'assouplissement quantitatif. Beaucoup de gens ont pensé que ce que faisaient les banques centrales était d'augmenter la masse monétaire. Ce n'est pas vrai. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont allées vers les banques et ont acheté des obligations d'État et des titres adossés à des hypothèques aux banques. La Fed les détient ensuite comme actifs. Quelles sont les dettes de ces banques? Non, Non. Les obligations d'État et les titres adossés à des créances hypothécaires, qui sont comme ma dette, mon hypothèque a été transformée en titre. Les titres adossés à des créances hypothécaires, bien sûr, sont une dette privée. Les obligations d'État sont la dette du gouvernement. C'est ce que la Fed achetait. La BCE a fait la même chose. Les Japonais ont fait la même chose. Ils font tous de l'assouplissement quantitatif. Tout ce que cela a fait, c'est changer les portefeuilles bancaires. Au lieu de détenir une obligation d'État, ils détiennent un dépôt à la Fed. L'un est la dette du Trésor. L'autre est la dette de la Fed. C'est tout ce qui s'est passé. Ils détiennent de la dette de la Fed au lieu de la dette du Trésor. Et la Fed paie des intérêts sur la dette. Donc elle gagne encore un peu d'intérêt, mais elle gagne moins qu'elle ne le faisait lorsqu'elle détenait des obligations du Trésor. Ces réserves ne peuvent pas entrer dans l'économie. Elles n'ont jamais pénétré dans l'économie. Elles ne peuvent pas. Elles figurent sur le bilan de la banque en tant qu'actif. Et c'est le passif de la Fed, mais elles ne peuvent pas quitter la banque. Il n'y a aucun moyen pour la banque de vous les donner. Il n'y a aucun mécanisme. Vous n'avez pas de compte à la Fed. Seules les banques ont des comptes à la Fed, pas seulement les banques américaines. Les banques étrangères et les banques centrales étrangères le peuvent aussi. Mais le public ne peut pas les obtenir. Les entreprises ne peuvent pas les obtenir. Aucun de cet argent n'est entré dans l'économie. Cela ne peut pas être fait. Maintenant, comment l'argent peut-il entrer dans l'économie? Eh bien, lors de la crise du Covid, d'abord, le président Trump puis le président Biden ont tous deux engagé des mesures de relance budgétaire. Qu'ont-ils fait? Ils ont envoyé des chèques à tout le monde. Si vous pouviez embuer un miroir, vous receviez un chèque. D'accord. Et qu'avez-vous fait avec le chèque? Vous l'avez déposé à votre banque. Votre dépôt a augmenté. C'est une dépense du Trésor. Les dépenses du Trésor injectent de l'argent dans l'économie. D'accord. Les banques centrales ne peuvent pas le faire. Le Trésor peut le faire. Et cela s'appelle la politique budgétaire. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que Friedman imaginait comme un largage d'hélicoptères. Gros hélicoptère. Yeah. Oui, donc, il avait dit c'est ce que font les banques centrales. Et il a dit vraiment? Jamais vu un de ces hélicoptères. D'accord, ils font pas ça. Maintenant, dans ce sens, ce que font les banques centrales, c'est qu'elles offrent des actifs à l'économie réelle pour que les entreprises puissent stocker et peut-être augmenter un peu leurs actifs. N'est-ce pas? Mais elles ne le font pas, non? The central banks deal with banks.
Les banques centrales traitent avec les banques. Elles sont la banque des banques. Elles prêtent des réserves aux banques, ou elles peuvent acheter des actifs aux banques, comme l'achat d'obligations d'État, ce qui augmentera les réserves bancaires. Ainsi, elles peuvent augmenter et diminuer les réserves bancaires. Mais normalement, elles ne le font que parce que les banques le souhaitent. Donc, parce qu'il y a une demande d'argent, il y a une demande pour un bien échangeable afin de traiter avec les autres. Pour traiter uniquement avec d'autres banques. Oui, d'autres banques entre elles. Les réserves ne peuvent se déplacer qu'entre les banques. Pourquoi les banques ont-elles besoin de réserves? C'est parce que si vous me faites un chèque et que je le dépose à ma banque veut être payée par votre banque. Et la façon dont votre banque paie est en transférant des réserves à la Fed de leur compte vers le compte de ma banque. C'est donc à cela que servent les réserves. Si une banque est à court, elle essaie d'abord d'emprunter sur le marché au jour le jour. Aux États-Unis, cela s'appelle le marché des fonds fédéraux, où les banques se prêtent des réserves entre elles. Mais s'il n'y a pas assez de réserves supplémentaires dans le système, elles se tournent vers la Fed et empruntent les réserves à la Fed, où la Fed achète une obligation et crédite leur compte. Comment expliquez-vous qu'il y ait tant d'inquiétudes parmi le grand public et dans une grande partie des médias au sujet de la dette publique? Vous voyez ces compteurs qui indiquent combien de billions le gouvernement doit et disent des choses comme « c'est insoutenable, cela va s'effondrer ». Je veux dire, cela doit s'effondrer parce que nous ne serons jamais en mesure de rembourser la dette. Pourriez-vous en parler? Eh bien, bien sûr, les gouvernements ne remboursent pas et n'ont pas besoin de rembourser la dette. Ils ne remboursent pas la dette. C'est contre-intuitif. S'ils ne remboursent pas la dette, alors quelqu'un va faire faillite parce qu'ils ne récupèrent pas leur argent. Non, 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 non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils paient des intérêts. D'accord. Donc l'autre jour, j'ai acheté des obligations d'État. Nous pouvons le faire sur notre ordinateur, les acheter directement auprès du Trésor. Je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire. Il suffit d'aller sur treasurydirect.gov. Donc vous achetez des obligations d'État. D'accord? Et ils débitent votre compte bancaire et ils débitent les réserves de votre banque. Et maintenant, je possède une obligation. D'accord, pourquoi je fais ça? Intérêt. Donc je gagne des intérêts et c'est l'actif le plus sûr qui existe. D'accord, il n'y a aucune chance. Mettons une petite étoile là. Nous pouvons revenir à la possibilité que le gouvernement fasse défaut sur cela. Alors pourquoi est-ce que je détiens l'obligation? Parce que je veux qu'il me rembourse. Non, parce que je veux gagner des intérêts. Maintenant, j'ai acheté des obligations de 4 semaines. Donc à la fin des 4 semaines, il crédite de nouveau mon compte, plus les intérêts. Je les achète à un prix réduit, puis il me donne le prix total. Mais c'est la même chose. Alors, que font-ils ensuite? Ils en vendent juste un autre. D'accord. Donc, les obligations ne sont jamais vraiment remboursées. Elles sont transformées en une autre obligation. Si vous n'en voulez pas, votre voisin en veut. D'accord. Donc, il continue simplement à renouveler la dette. Et c'est pourquoi la dette augmente. Si vous observez la dette, elle augmente depuis 1789 aux États-Unis. Et il n'y a jamais eu de défaut. Oui, ils n'ont jamais fait défaut. Et nous n'avons remboursé la dette qu'une seule fois, en 1837, sous le président Jackson. Et nous avons eu notre première dépression après cela. Et nous n'avons jamais remboursé la dette à nouveau. Je veux dire, nous n'avons jamais retiré toute la dette à nouveau. Retirons-nous jamais une partie de la dette. Je veux dire, ne la transformons pas simplement en nouvelle dette, mais remboursons réellement une partie.
Oui, nous le faisons. Pay some of it off? Yes, we do, but only when there's a budget surplus. Mais seulement lorsqu'il y a un excédent budgétaire. Le seul excédent budgétaire significatif que nous ayons eu depuis la Grande Dépression a été de 2 ans et demi sous le président Clinton. C'est le seul excédent significatif que nous ayons eu. Et pendant ces 2 ans et demi, ils ont réduit la dette. Ils ont remboursé une partie. Mais sinon, la dette est toujours en augmentation. Elle a augmenté à un rythme d'environ 2% plus rapide que la croissance du PIB depuis 1789. Cela signifie que ce n'est pas seulement que la dette augmente. Le ratio de la dette publique par rapport à la taille de notre économie a augmenté à un rythme de 2% depuis 1789. Cela fait presque 250 ans. Le ratio de la dette a augmenté. Est-ce durable? Je dirais que si quelque chose dure depuis 250 ans, cela peut continuer. Et je crois que ça continuera. Cela va continuer à augmenter. And I believe it will go on. It's going to continue rising. Yeah, but the common sense reply to that is La réponse de bon sens à cela est que tout ce qui monte doit redescendre. Pourquoi ce n'est pas le cas pour l'argent? Parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, ce n'est pas physique. Ce n'est pas une hauteur réelle. Il n'y a pas de gravité qui le tire vers le bas. There's no gravity pulling it down. You know, can GDP rise further? Vous savez, le PIB peut-il augmenter indéfiniment? Peut-on mesurer l'offre monétaire? Donc nous avons une mesure particulière. Nous décidons de compter tous les billets, toutes les pièces, tous les dépôts à vue et la plupart des dépôts d'épargne. Nous appellerons cela l'offre monétaire. Cela augmente aussi, tout le temps. La dette privée augmente-t-elle tout le temps? Oui, elle le fait. Elle croît toujours aussi. D'accord. Cela signifie-t-il que votre dette peut augmenter indéfiniment? Non. Vous allez mourir. Quelqu'un va vouloir être payé. Peut-être sur votre lit de mort, ils vont prendre tout ce que vous avez. D'accord? Si votre gouvernement disparaît, la dette disparaîtra, n'est-ce pas? Probablement un défaut, d'accord? Mais tant que les États-Unis existent en tant que nation, je crois que le ratio de la dette augmentera et la dette en cours augmentera indéfiniment si le pays survit indéfiniment. Yeah, and it is. Oui, et en théorie, peu importe à quel point la dette est élevée, surtout la dette par rapport au PIB. C'est une mesure que nous utilisons souvent, mais c'est juste quelque chose d'inventé pour nous aider à comprendre le problème de la dette, qui est lui-même une construction mentale. Pensez-vous que la taille de la population a quelque chose à voir avec cela? Car selon les estimations actuelles, nous atteindrons le pic de la population mondiale quelque part dans ce siècle. Et à partir de là, la population pourrait diminuer pour la première fois depuis très très longtemps. Ça pourrait-il être quelque chose qui limite à la fois la croissance du PIB et la croissance de la dette? Eh bien, cela pourrait, mais ce n'est pas nécessaire. Nous ferons des choix. Nous pourrions choisir de continuer à croître. Et je veux dire, c'est un excellent sujet. Nous pourrions passer 1 heure sur le vieillissement et les soi-disant défis du vieillissement et tout ça plus tard. Regardez, mettons-le de cette façon. Le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, a atteint un ratio d'endettement de 100% du PIB. Oh là là, c'est effrayant. Le Japon, 250% du PIB. Encore plus effrayant. Pensez à cela. Mon ratio d'endettement est probablement de 300% de mon revenu. Êtes-vous inquiet pour moi? Je ne suis pas inquiet, d'accord? Quand vous avez une dette, que devez-vous faire? Vous n'avez en fait jamais à la rembourser, et votre banque sera heureuse si vous ne le faites pas. Sur votre lit de mort, oui. Ou peut-être que vos enfants le paieront. Mais tant que vous pouvez payer les intérêts, c'est la seule chose qui importe à la banque. Et c'est la seule chose qui devrait nous importer à propos du gouvernement fédéral. Maintenant, je pourrais contracter tellement de dettes
que je ne pourrai pas les rembourser et payer les intérêts. Dans ce cas, je suis en faillite. C'est un problème. Je vais faire défaut. Qu'en est-il du gouvernement fédéral? Cela ne peut pas arriver. Le gouvernement fédéral peut toujours effectuer les paiements à leur échéance parce qu'il est l'émetteur du dollar. La Constitution des États-Unis dit que seul le Congrès peut émettre le dollar. Ils peuvent toujours émettre le dollar, d'accord? Et ils le font par des frappes de clavier. Donc, tant qu'ils peuvent payer les intérêts, et je vous le dis, ils peuvent toujours payer les intérêts. Nous savons donc que ce n'est pas un problème. Mais le fait de payer beaucoup d'intérêts pourrait-il être un problème? Oui, cela pourrait l'être. Non pas qu'ils ne pourront pas le faire, mais qu'il pourrait y avoir de très mauvaises conséquences. Et je dirais qu'en ce moment, nous le voyons. Et la raison en est que non seulement nous avons un ratio de dette élevé de 100% et que la dette augmente, mais nous avons aussi des taux d'intérêt très élevés en raison de la politique monétaire de la Fed. Ils ont décidé de lutter contre l'inflation en passant de presque 0 à 4,5%. Et donc, les paiements d'intérêt du gouvernement sont maintenant d'1 billion par an. Le gouvernement peut-il se le permettre? Oui. Quel est le problème avec cela? Cela augmente les inégalités. Parce que qui détient des obligations? Qui détient la richesse financière? Qui détient la richesse réelle? Le 1% le plus riche. Le 1/10 de 1% le plus riche. Ainsi, les dépenses publiques en intérêts pourraient accroître les inégalités. Cela pourrait augmenter les dépenses des bénéficiaires des revenus d'intérêt, qui ont tendance à avoir des revenus plus élevés, bien sûr. Et donc, les prix des biens de luxe pourraient augmenter. Les prix des logements de luxe, des yachts et ainsi de suite, des vacances pourraient augmenter. Ainsi, l'inflation pourrait également être un problème, pas seulement l'inégalité. L'inflation pourrait être un problème. Et dans le cas des États-Unis, le montant de notre dette, la dette du gouvernement fédéral détenue à l'étranger, fluctue en fonction de la performance du dollar et d'autres facteurs. Donc en ce moment, c'est relativement bas, mais parfois, 40% de toute la dette du gouvernement fédéral est détenue en dehors des États-Unis. Nous payons des intérêts aux étrangers. Cela aggrave notre balance des paiements. Les dollars s'écoulent vers le reste du monde, ce qui peut ne pas être souhaitable. Je ne dis donc pas que nous devrions augmenter la dette et les paiements d'intérêt. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement que je ne suis pas inquiet pour la solvabilité. Mais il pourrait y avoir d'autres choses qui m'inquiètent. Peut-être des impacts sur le taux de change, peut-être des impacts sur l'inflation, peut-être des impacts sur l'inégalité. Ce sont tous des problèmes. Le Japon est cet exemple intéressant où l'assouplissement quantitatif a eu lieu. Et en fait, la base monétaire du Japon, si vous la consultez, a quadruplé entre 2011 et il y a un an ou deux. Vraiment multiplié par 4. Vraiment fantastique. Pendant ce temps, la Banque centrale avait un objectif d'inflation de 2% et a à peine réussi à l'atteindre. Puis quelque chose s'est passé il y a environ 2 ou 3 ans. Soudainement, le yen a commencé à baisser et l'inflation a augmenté. Bien que je pense qu'ils ne sont pas nécessairement liés au même phénomène. Le yen est maintenant vraiment en chute libre. Il descend très bas. Les gens disent « Ah, enfin, nous vous l'avions dit. Cela a juste pris un peu plus de temps. » Mais en fait, ce qui m'a été expliqué, c'est que cela a plus à voir avec le fait que vous gagnez plus d'intérêt sur l'argent aux États-Unis qu'ici. Donc, beaucoup d'entreprises qui détiennent cette dette publique l'échangent sur le marché monétaire pour investir à l'étranger, ce qui fait ensuite baisser les prix. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Difficile de lutter contre la Fed. Si la Fed augmente les taux d'intérêt et que votre pays s'engage à maintenir ses taux bas, alors oui,
c'est le genre de problème que vous rencontrez. C'est une autre raison pour laquelle je pense que la Fed n'aurait pas dû augmenter les taux, même pour l'économie américaine, pour nous en faire bénéficier. Mais c'est un désastre à l'étranger, parce que si nous passons à 4, les pays d'Amérique latine doivent passer à 15 pour garder l'argent. Oui, donc, et vous savez, le dollar est la principale monnaie de réserve internationale. Il y a des concurrents, et le dollar décline en termes d'utilisation mondiale, donc il est progressivement quelque peu remplacé. Mais de toute façon, comme nous l'émettons, nous devons considérer les impacts sur les autres pays. Augmenter les taux a été très mauvais pour les pays en développement, car ils doivent rivaliser avec cela, avec des taux beaucoup plus élevés, car ils sont plus risqués que nous. Et l'incitation pour l'économie privée dans ces pays étrangers est alors de se débarrasser de la monnaie locale et d'acheter des dollars américains et d'investir dans la dette libellée en dollars américains, n'est-ce pas? Et cela nuit ensuite à ces monnaies locales, n'est-ce pas? Oui. Et une autre chose qui s'est produite lors de la transition passée, ces 40 ou 50 dernières années, est l'ouverture des comptes de capital. Ainsi, il devient facile de sortir de sa propre monnaie et de passer au dollar. Cela aggrave donc le problème. Quelque chose que nous avons observé dans la manière dont les systèmes monétaires fonctionnent, également à l'international. Et je sais que vous m'avez dit que vous ne travaillez pas principalement là-dessus, mais je dois quand même poser cette question. L'un des fondamentaux était essentiellement que la dette détenue par des gouvernements étrangers, du moins aux États-Unis, était plus ou moins sûre. Mais ce consensus semble s'être beaucoup érodé. Je veux dire, le gouvernement américain a saisi les actifs de l'Afghanistan. Il a récemment saisi, ou du moins gelé, des actifs de la Russie. Et l'Union européenne fait de même. Donc maintenant, nous ne sommes plus dans un monde où les gouvernements peuvent détenir la dette des uns et des autres et être raisonnablement sûrs qu'ils continueront à travers le bon et le mauvais. Comment pensez-vous que cela impactera la manière dont le système international fonctionne? L'une des raisons pour lesquelles le dollar américain a été accepté comme principale monnaie de réserve internationale est qu'il y avait confiance dans les systèmes judiciaires et dans un traitement équitable. Et que s'il y avait une crise financière mondiale, comme celle que nous avons connue de 2007 à 2009 ou 2010, selon que l'on parle de l'Europe ou des États-Unis, la Fed interviendrait. Eh bien, la Fed est intervenue. Nous avons fait ce qu'il fallait cette fois-là. La Fed a prêté des dollars. Environ 40% de la réponse de la Fed à la crise financière mondiale visait à sauver le reste du monde. Environ 60% visait à sauver le système financier américain. C'était donc le bon comportement. Mais si vous commencez à interférer dans le système de paiement international comme les États-Unis l'ont fait, cela constitue une brèche dans la confiance envers le dollar américain. Et donc, des devises rivales peuvent émerger. Étant donné que la Grande-Bretagne et les États-Unis travaillent généralement ensemble et que la BCE peut être plus ou moins, l'alternative sera les BRICS. Et de plus en plus, nous voyons que le RMB chinois peut être une monnaie de réserve pour certains pays en développement. Donc je pense que ça pourrait être la réponse, qu'un groupe de nations, peut-être sous les BRICS, remplacera le dollar pour ces pays. Donald Trump a déjà annoncé qu'il veut combattre cela. Y a-t-il un moyen de le combattre autrement qu'en essayant de rétablir la confiance? Existe-t-il des méthodes autoritaires que vous pouvez imaginer
qui pourrait obliger d'autres États à continuer d'utiliser le dollar américain comme monnaie de réserve universelle. Par exemple, quelque chose comme le pétrodollar. Forcer les Saoudiens à continuer de libeller le pétrole en dollars américains. Des choses comme ça. Oil in US dollars, like things like that. Well, we can choose what currency we will Eh bien, trade in, vous and savez, this is the nous big pouvons choisir la devise dans laquelle nous allons commercer, et les États-Unis sont la plus grande économie du monde. Donc, oui, je pense que c'est un moyen de protéger au moins une grande partie du globe en termes de dollars. the globe. Mais si vous ne commercez pas avec les États-Unis, si vous n'essayez pas de vendre aux États-Unis ou d'acheter des États-Unis, alors je pense que vous êtes beaucoup plus libre de dire que nous n'allons pas l'utiliser. D'accord. Right. Vous savez, il n'est pas facile de remplacer les devises dominantes. Non. It's not easy to replace the dominant currency. Remember the pound. Rappelez-vous, la livre est restée la monnaie de réserve internationale jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'économie américaine était déjà plus grande que l'économie britannique vers la guerre de sécession. Il a donc fallu beaucoup de temps pour que le dollar remplace la livre. La livre est toujours importante, mais nous sommes devenus la monnaie dominante seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je soupçonne que le dollar restera en place pendant longtemps au taux de croissance actuel. Je sais que la Chine a traversé une sorte de marasme, mais je pense qu'ils vont rétablir la croissance. Au taux de croissance actuel, l'économie chinoise va être beaucoup plus grande que celle des États-Unis. Mais est-ce que je crois que le RMB remplacera le dollar comme monnaie dominante? Pas avant longtemps. Vous devez établir ces relations. Les autres pays doivent avoir confiance en votre système judiciaire, vos lois et votre banque centrale. Est-ce que leur banque centrale viendra à votre secours en cas de crise financière mondiale? Je pense que nous en sommes encore loin. I think we're a long way off from that. And that might then also be the test, like the next. Et cela pourrait alors aussi être le test, comme la prochaine crise financière, de voir comment ces nations aspirantes réagiront. Nous approchons de la marque d'une heure, donc au lieu d'aborder un autre sujet qui nous en éloignerait beaucoup, je voudrais vous remercier, professeur Randall Wray. Les personnes qui souhaitent vous lire devraient se rendre à l'Institut Levy, n'est-ce pas? Oui, www.levy.org. Et je devrais avoir quelque chose bientôt. Tout le monde, consultez les écrits du professeur Wray sur levy.org. Professeur Randall Wray, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Rolf Datter.